Merci bien pour cette belle séance et bienvenue tout le monde. C'est maintenant le moment de commencer notre deuxième panel sur la journée des défenses des droits linguistiques canadiens. Les histoires que nous racontons, entendre des perspectives des immigrants, journalistes immigrants de New Canadian Media. Veuillez soumettre des questions pour les panélistes à la fin dans la section clavardage. L'objectif de ce panel, c'est identifier comment la survie de la colonisation influence leurs articles, les histoires qu'ils rédigent et leur reconnaissance dans l'industrie du journalisme. Veuillez bien accueillir la modératrice Nadine Smith, qui est rédactrice, et les panélistes Dominique Heddens et Suzanne José. Et veuillez bien surveiller l'ordre du jour. Bonjour. Merci bien de nous avoir rejoints. Nous informons notre pratique journalistique avec des récits personnels des histoires que nous avons vécues au carrefour d'où nous les observons. Nous gardons toujours à l'esprit les curieux privilèges ou préjugés dont nos corps font l'expérience dans les environnements que nous fréquentons. Tenir compte des traumatismes, c'est être auto-informé. Prendre le soin de réfléchir au type d'héritage que nous voulons laisser à la prochaine génération de conteurs pan-décès. Tenir compte des traumatismes, c'est s'engager dans la lutte contre le racisme anti-noir, tout en restituant les terres volées. Tenir compte des traumatismes signifie croire les survivants et soutenir les travailleurs du sexe. Tenir compte des traumatismes, c'est imaginer reconstruire ce monde sans les limites de la suprématie blanche, de la police ou des prisons. Par nous, pour nous. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Arian Hemmons, qui est journaliste, photographe et conteur, colon installé sur le territoire non cédé, et il réalise des reportages pour Indigenews, où il travaille en étroite collaboration avec les femmes autochtones qui figurent dans le leadership, afin de décoloniser les pratiques journalistiques par la plume et l'image. Dominique Genet est reporter, rédactrice et écrivaine bilingue, et qui termine son diplôme en journalisme à l'Université Carleton. Dominique prend une pause du métier d'éditrice pour se concentrer sur le processus de reportage. Elle a rédigé des articles sur les communautés noires à Ottawa et les réactions à la décolonisation de l'histoire. Elle a hâte de publier davantage avec New Canadian Media. Ces articles paraissent dans la section francophone et de Charlottetown. Et Susan Josh, une journaliste radio-diffusion avec près de 10 ans d'expérience, qui travaille dans ce secteur en Inde. Susan écrit sur la santé mentale et le bien-être. Pendant les 4 ans et demi à India Today, Susan a dû faire face à des décisions esthétiques et déontologiques concernant des articles sur les violences domestiques et à caractère sexuel. Susan apporte ses leçons avec elle à YouTube, où elle travaille comme consultante pour traduire et promouvoir le travail des créateurs de contenu sud-asiatiques. Elle est également une toute nouvelle membre du collectif NCM. Et je m'appelle Caitlin Smith, journaliste des données et rapporteur général de Toronto. Je travaille comme assistante de rédaction pour New Canadian Media. Et je suis attiré par la création de nouveaux modèles de narration sur les médias sociaux. Dans ma carrière, le journalisme tenant compte des traumatismes ne se limite pas à croire les survivants. Nous protégeons également nos sources, en remettant en question les méthodes du journalisme traditionnel au Canada qui victimisent ou jouent le rôle de sauveur blanc avec les histoires que les gens partagent avec nous. Notre pratique s'inspire de la devise « Le silence est une violence » et vise à redéfinir ce que signifie l'objectivité dans l'industrie. Être conscient de nos voix narratives sans les nier. Alors, Aaron, vous d'abord, que signifie pour vous la notion de reportage tenant compte des traumatismes? Comment vos méthodes remettent-elles en question les pratiques traditionnelles des journalistes dans ce pays? Merci, Caitlin. Merci bien de m'accueillir. C'est bien d'être là parmi vous, de parler au sujet de mes pratiques et de mon travail. Pour moi, le journalisme tenant compte des traumatismes, je suis avec Indigenews depuis 1 an. Mes ancêtres sont des Philippines et français et anglais.
j'occupe une position unique de pouvoir rendre honneur aux voix des personnes autochtones et leur histoire. Ce que j'ai appris des femmes autochtones avec qui j'ai travaillé, le reportage tenant compte des traumatismes, c'est plus que de croire aux survivants et de respecter les histoires. Il faut élaborer des relations avec les sources. La confiance est tellement importante. On ne peut pas raconter l'histoire, le récit de quelqu'un sans avoir un lien et de la confiance. Le reportage tenant compte des traumatismes, c'est prendre le temps d'être en collectivité, partager ses intentions, dire qui nous sommes et établir le genre de récit qu'on veut raconter. La confiance est tellement importante. Depuis qu'il y a du journalisme au Canada, il y a eu une méfiance entre les Autochtones et les médias traditionnels. Souvent, on ne les dépeint pas de façon juste ni de façon respectueuse. Bon, d'après ce qu'on m'a enseigné, il s'agit de prendre le temps d'être en collectivité, de créer des relations. Ça donne lieu à de meilleurs récits qui disent la vérité et qui rendent honneur à la vérité. Je suis vraiment reconnaissant de cette connaissance-là. Le reportage tenant compte des traumatismes, selon ma pratique, oui, je travaille dans les collectivités autochtones à travers ce qu'on appelle la Colombie-Britannique. Et la plupart des peuples autochtones ont été touchés par le colonialisme et les pensionnats sous une forme ou une autre. On ne écrit pas de récits sur les pensionnats. On ne veut pas revictimiser ou retraumatiser les gens. Ça, c'est une façon de rendre honneur au peuple autochtone. C'est important de dire des histoires, oui, mais ce n'est pas notre rôle de chercher ces histoires-là. C'est aux Autochtones de nous les présenter. Et c'est à nous de les écouter. Ce n'est pas notre rôle de le mettre un micro au visage et de leur dire de partager leur traumatisme. Selon moi, c'est un reportage qui manque de respect. C'est ce qu'on m'a enseigné à l'école, mais je ne fais plus cela. J'ai l'impression que les journalistes aujourd'hui sentent qu'ils ont droit au traumatisme des autres. Cela doit changer. C'est pas parce que nous sommes journalistes qu'on peut demander aux gens de partager les atrocités qu'ils ont vécues. Alors, c'est une longue réponse, mais voilà. C'est ça mon vécu avec le reportage tenant compte des traumatismes et la différence qu'on peut apporter au sein des médias canadiens tout en tenant compte des traumatismes. Merci. Dominique. Bonjour. Alors, le reportage tenant compte des traumatismes, pour moi, c'est au courant de la dynamique des pouvoirs qui existe entre vos sources. À l'école de journalisme, on apprend qu'en tant que journaliste, notre rôle et d'obtenir des renseignements des sources et de rédiger l'histoire. On ne partage pas nos sources. On doit tout simplement obtenir des renseignements et publier l'article. Mais avec les reportages tenant compte des traumatismes, les gens doivent être autant impliqués dans l'histoire que possible. Et cela comprend le travail avec eux si nécessaire pour s'assurer qu'on raconte des histoires de façon avec sensibilité et humanité et raconter l'histoire des personnes touchées. En tant que journaliste, tout ce que je fais, c'est que je rédige l'histoire. Mais en question pour faire un pont entre le public mais je veux quand même lui donner autant d'autonomie que possible lorsqu'il raconte son histoire. Et c'est pourquoi on dit accorder une voix à ceux sans voix. En fait, ça pose problème. Il n'y a vraiment personne sans voix. Tout le monde a une voix. On doit juste s'assurer qu'on amplifie les voix et cela pourrait être une source de un nouvel modèle pour le journalisme. Quand on pense que raconter l'histoire de quelqu'un pourrait les transformer, les guérir. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Parfois, on fait une histoire, même si la source est prête à partager, plus tard, ils ne se sentent pas ce qu'ils ne s'attendaient à sentir après qu'on avait partagé le récit. C'est pourquoi c'était important de communiquer avec eux, que ce récit ne va pas porter la guérison forcément.
Alors, on peut les préparer pour les suites. C'est pourquoi il doit y avoir beaucoup d'emphase sur impliquer les gens dans la façon de raconter les histoires autant que possible. Dès qu'on leur parle, jusqu'au moment de la publication et même après, pour vérifier et s'assurer. On ne veut pas prendre des histoires des gens et les ignorer complètement par la suite. C'est important de garder la relation, de la continuer, de la faire perdurer. Alors, dans mes reportages, on raconte des récits. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on nous avait enseigné à l'école du journalisme. Et je dirais que différentes histoires ont besoin de différentes démarches. Susan, je fais d'écho de ce que Susan et Devin ont dit. Pour nous, c'est certainement la base et c'est pour ça que les sources sont ouvertes et nous racontent leurs histoires. Nous avons besoin de continuer avec ce lien de confiance. C'est pour ça que nous partageons ces histoires. Ça pourrait être en télévision, en journal imprimé. Nous devons garder la responsabilité de communiquer. Euh, donc, il faut communiquer au lecteur quel serait l'impact pour le lecteur. Donc, il faut voir que oui, vous avez parlé avec moi et c'est important de savoir que lorsque l'histoire sera publiée, c'est possible qu'ils aient vu des autres survivants lorsque la source raconte l'histoire pour la première fois et ouvre ses portes, la porte de l'âme. C'est presque impossible de savoir jusqu'à quel point ils vont recevoir des commentaires, des commentaires d'appui même. Et cela a mené un sentiment de justice. Et en même temps, lorsqu'il y a une critique, la majorité des fois, ils ne sont pas préparés. Donc, en tant que journaliste, à chaque fois que nous avons une conversation d'une survivante de mauvais traitements ou d'abus sexuels, c'est important de les informer des prochains pas. L'autre élément serait que lorsque nous rédigeons une histoire ou nous enregistrons une histoire, ça passe par des différentes couches de révision éditoriale et c'est à nous de les garder informés de quelle est la forme finale de cette narration. Nous sommes les narrateurs pour les survivants, donc c'est très important de garder ces personnes informées afin d'avoir leur consentement en tout moment. Donc, il faut poser la question, est-ce que vous seriez d'accord si on ajoutait telle chose ou telle autre chose? Donc, pour retourner à ce que disait Dominique, chaque histoire est différente, chaque histoire est différente. Il faut être en relation avec la source et de rester en contact avec l'histoire et de s'assurer qu'il y a un dialogue de vérité avec cette histoire. Parce que sans ce dialogue, le survivant qui aurait narré l'histoire sentirait un peu perdu. Donc, c'est important pour nous en tant que journalistes de s'assurer que nous soyons là en tout moment de cette narratif et de donner un appui même lorsque l'histoire serait publiée. J'ai noté une question technique. Je ne sais pas si moi j'ai répondu en même temps que Dominique. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si cela s'est passé? Non, non, ce n'était pas le problème. Parce que oui, Dominique a beaucoup de sagesse à partager avec nous. Parfait.
Est-ce que vous pouvez me raconter une leçon que vous avez appris dans votre boîte à outils pour le journalisme en lien avec le traumatisme? Pouvez-vous partager une leçon que vous avez appris lors de votre pratique journalistique avec le traumatisme? Bon, pendant les années, j'ai couvert beaucoup des activités communautaires, très souvent, des cérémonies pour les femmes autochtones perdues ou les personnes des deux esprits. Et lors de ces événements, j'ai appris qu'ils étaient des événements traumatiques pour les membres de la famille. Donc, moi, ce que j'ai incorporé dans la couverture, je n'enregistre pas lorsqu'il y a une couverture d'événements traditionnellement. Il faut enregistrer les propos des personnes, mais pour moi, je ne le fais pas. Il me semble que c'est pas bien d'enregistrer les personnes sans permission et les mettre en ligne sans leur consentement. Donc oui, je présente le contenu en gros de l'événement, mais j'essaie d'être plus axé sur les solutions. Certainement, je fais mention de la réalité, que ce soit un génocide. Mais en gros, j'essaie d'être plus respectueux et de me mettre dans leur place. Et comment moi, je sentirais que si j'étais journaliste et que quelqu'un venait enregistrer tout ce que je disais et le publier sans leur connaissance, cela serait terrible. Donc moi, j'essaie d'être plus conscient du traumatisme des autres. Certainement, les femmes perdues ou assassinées, mais c'est un thème difficile, mais ça peut être fait sans retraumatiser les familles. Il y a une façon de faire de façon journalistique, respectueuse. Et je pense que moi, j'ai mentionné auparavant cette idée que s'il y a du sang, ça se lit très bien. Moi, je pense que c'est un modèle néfaste, c'est une façon d'exploitation du traumatisme. Nous pouvons parler d'une question sans être exploitative, mais c'est un problème récurrent chez les médias de nos jours. Je pense que nous avons besoin de plus de voix des autochtones dans les salles éditoriales afin de montrer comment couvrir ces histoires de façon respectueuse. Donc, c'est juste un exemple des pratiques que moi j'ai adoptées. Merci. S'il y a du son, ça se lit bien. Oui, tout à fait. Bon, ça marche, ça marche. If it bleeds, it reads en anglais. L'interprète s'excuse. Pas de son. L'interprète s'excuse. Est-ce que moi, je pourrais répondre à la même question? Oui, 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 allez-y. Quelle est une pratique sur le traumatisme que vous avez appris? Et je ne voulais te couper la parole, Aaron. Désolé. Dominique. Oui, je me souviens que j'ai rédigé un article en lien avec le génocide en Haïti et il y avait un cas certainement affreuse et j'aime
utiliser des images. Donc, je me demandais comment rédiger cet article parce que j'ai décrivé une situation. Une jeune femme était meurtrisée en Haïti. Ce n'était pas un événement isolé, mais plutôt euh, une vague des assassinats ou des homicides. Donc, je pense que l'histoire m'a beaucoup impacté en tant qu'haïtienne. Donc, cela m'a frappé parce que j'avais peur que je ne voulais pas retraumatiser les personnes sans être trop graphique. Et moi, j'étais rédactrice créative par le passé, avec des œuvres de poésie, de fiction, et je veux être très descriptif, mais je ne savais pas quoi faire dans cette situation. Donc, au début, je pensais que j'allais être trop descriptif, avec trop de détails de cette situation. Ce n'était pas le fin principal de mon article. Donc, est-ce que je devrais inclure tant de détails? À quelle fin? Et je me souviens que j'ai parlé avec quelqu'un à l'université. Il m'a rappelé que pour le journalisme, c'est pas seulement la source, mais aussi nous en tant que journalistes. Et les histoires que nous racontons nous impactent aussi. Donc, il faut penser à nos sources, à la protection de nos sources. Il faut penser à nous-mêmes aussi. Et ce n'était pas jusqu'à ce moment que j'ai eu une conscience de cette histoire. Donc, moi, j'ai enlevé certains détails suite à cette conversation avec mon professeur et j'ai mis moins de détails dans ma description. Donc, ce que moi j'ai appris dans cette situation et certainement l'impact sur mon santé mentale. Je dois respecter mon corps, entendre mon esprit et aussi je dois être consciente que j'écris des personnes réelles avec des traumatismes réels. Je dois faire attention et être sensible parce que ce sont des vraies personnes avec des vraies histoires. La façon de procéder était importante. Ce n'est même pas question de ça aura pu être moi, parce que c'est pas toujours être facile à avoir cette empathie. C'est plutôt question d'être respectueux des histoires des autres, parce que ce sont des personnes réelles. Donc voici un exemple spécifique qui me vient à l'esprit. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Pour moi, l'une des couches de journalisme informé par exemple, lorsqu'il y a une vedette qui expérimente un problème de santé mentale ou tout autre problème, l'humanité est enlevée et ils sont une cible. Donc, ce que moi j'ai appris que lors de la couverture de certaines histoires, je me demande est-ce que c'est nécessaire de déshumaniser toute l'histoire parce que finalement, c'est qui la cible de cette couverture? C'est la vérité. Et ils ont des problèmes de santé mentale peut-être, mais les personnes cherchent certainement être bien cotées dans leurs histoires en tant que journaliste. Mais c'est important en tant que journaliste aussi questionner jusqu'à quel point c'est nécessaire de donner des détails. Très souvent, l'équipe d'infographie aide à raconter un certain incident. Ça pourrait être la violence sexuelle,
qui n'implique pas la couverture, c'est juste raconter l'histoire, mais même là, est-ce que c'est nécessaire, ce genre de couverture, afin de lancer un dialogue? Donc, est-ce que c'est possible trop euh, mettre dans la couverture? L'autre élément serait peut-être d'essayer de humaniser une situation, peut-être avec des enfants impliqués, peut-être l'enfant de quelqu'un de célèbre. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je pourrais raconter la même histoire sans nommer l'enfant ou sans mettre l'image de cet enfant? Donc, ce sont les questions déontologiques profondes que je discute. Je sais qu'en tant que équipe collective de journalistes, je dirais que nous étions impactés par ces histoires. Donc, c'est important de ne pas permettre que ces histoires nous impactent et que l'histoire ne soit pas racontée pleinement. Afin de compte, lorsque nous racontons des histoires de traumatisme, lorsque les survivants se trouvent dans des problèmes ou des difficultés, en tant que personne qui reçoit cette histoire pour la première fois, vous êtes la première fois très souvent avec laquelle ils ont ouvert ou ils ont raconté cette histoire. Donc, qu'est-ce que vous faites vous-même pour déconstruire cette histoire et de pouvoir raconter l'histoire afin de édifier la société et d'entamer un dialogue et d'avoir un genre de solution. Il y a aussi une différence de narration. Parce que si vous voyez euh, dans n'importe quel pays, il y aura un certain narratif stéréotypique raconté par beaucoup de sources médiatiques. Donc, lorsqu'il y a notre source qui se présente avec de nouvelles informations qui pourraient aider avec la compréhension de l'histoire tout entière, c'est une façon de considérer comment changer les façons de faire ou de penser. Et ça dépend de la force de notre cœur. Donc, lorsque nous traitons des histoires difficiles, jusqu'à quel point nous allons être forts ou fortes et comment allons-nous prioriser la santé mentale et de raconter avec justesse nos histoires afin que ça soit respectueux sur la télévision, que ça soit imprimé ou sur les réseaux sociaux. Il faut respecter la voix indépendamment du médium choisi. Merci, Suzanne. Oui, je me souviens que j'ai bien dit cela. Je pense qu'il y a beaucoup de brûlements professionnels, des personnes qui ont des couches et des couches des normes dans l'industrie qui ne dessert pas les communautés, les collectivités autochtones, des Noirs, des jeunes. Donc cela nous mène à notre question finale. Quelles sont les limites de langue que vous avez trouvées dans votre carrière en tant que journaliste? Je pense que la presse canadienne est un peu fatiguée et c'est vraiment un modèle de comment faire le journalisme anti-noir ou anti-racisme. Je luttais avec les professeurs et les salles de presse afin de lutter contre le racisme anti-noir.
Donc, allons commencer avec toi, Susan. Quelles ont été les difficultés que vous avez vues? Bon, dans mon pays, à chaque État, il y a une langue différente. Donc, c'était sous le système colonial britannique. Donc, nous, nous devions tous apprendre l'anglais afin de faciliter la vie pour l'administration britannique. Et nous avons suivi cela même dans l'ère postcoloniale. C'est toujours ça, le média anglophone et le média dominant. Et les autres publications souffrent en conséquence. Les, les autres histoires ne peuvent pas atteindre le seuil et arriver. Donc, c'est anglais, puis le hindi et les autres langues régionales. Le des problèmes de base, et lorsque nous essayons de présenter un problème ethnique à travers l'écosystème des nouvelles anglophones, il y a beaucoup qui se perd dans la traduction. Par exemple, on dit le mot vous à trois niveaux de respect. Tu, vous et un troisième niveau. Donc, en anglais, il y a seulement you. Donc, ça va bien lorsque les gens essaient de combattre le système de caste qui est tellement présent dans nos langues. Donc, je ne dis pas qu'ils étaient des mauvais effets, mais en même temps, cela a enlevé le pouvoir de nos langues de raconter des histoires. Donc maintenant, nous nous retrouvons dans une phase où nous voulons utiliser les langues locales pour raconter des histoires, les histoires des personnes qui n'aimeraient pas, même s'ils étaient des anglophones, parce que la diversité des histoires se perd. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, tant des éléments qui ne serait jamais vu ou exprimé dans la langue des colons. Donc moi, en tant que consultant de YouTube, nous travaillons avec le créateur de contenu, avec les médias ethniques et leur contenu serait aussi riche, plein des idées et des informations de base. En tant que personne qui avait travaillé dans les médias anglophones, moi, j'ai pu apprendre beaucoup au sujet de la culture locale. Ce sont des créateurs de contenu qui iraient visiter un rocher de millénaires pour montrer voici quelle était l'écriture il y a des centaines et des milliers de années. Ça ne serait jamais vu dans les médias traditionnels. Donc, comment incorporer cela dans une telle réalité? Dans les médias numériques, c'est l'intelligence artificielle qui ne peut pas reconnaître la différence entre sénalese et malayalam, deux langues traditionnelles. Donc, comment rendre accessible ce contenu qui est bien créé afin que les gens puissent le voir puisque c'est la même richesse. Voici certaines barrières linguistiques auxquelles nous faisons face. Pourquoi? Parce que l'anglais est la langue du travail, la langue utilisée dans la majorité des plateformes que nous utilisons. Même si l'industrie numérique essaie de capter autant, autant de langues possibles, mais même avec ça, c'est difficile. Je me souviens qu'il y avait une histoire où un père et un fils ont perdu la vie en prison et la brutalité policiale était certainement inquiétante, mais malheureusement, ils n'ont pas reçu l'attention de part du gouvernement de l'Inde. Pourquoi? Parce que l'histoire était présentée dans la langue ethnique. Ça a pris beaucoup de temps afin de
traverser ce seuil et entrer dans les médias traditionnels et le dialogue ont été lancés par rapport à la solution possible. L'écosystème en anglais a toujours la préférence vis-à-vis les langues traditionnelles. Et je me demande pourquoi, ou si c'est juste. Par exemple, en Europe, en France, le français aura l'avantage. Donc, en chaque pays, il y a des avantages. Mais en Inde, étant donné notre histoire coloniale, c'est toujours l'anglais puis les autres langues en deuxième place. Ces langues sont perdues en arrière-plan. Donc, afin que ces langues soient rétabli, ça prendre de l'effort et en tant que journaliste, c'est important de parler avec nos sources dans leur propre langue afin qu'ils puissent raconter leurs histoires en profondeur et afin de présenter cette histoire dans les médias principaux. Merci beaucoup. Dominique, il y a certainement une idée de comment utiliser la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rédige un article, par exemple. Au- Aux États-Unis, il y a anglais afro-américain ou l'anglais noir ou des noirs. C'est la façon de parler de ces collectivités. Donc, lorsque nous rédigeons des articles, je vais trouver des éditeurs qui disent, ah, ce n'est pas correct de façon grammatique ou il faut expliquer cela au public et c'est frustrant. Pourquoi? C'est clair, c'est juste raconter différemment de la façon habituelle des personnes. Et lorsqu'un éditeur ou rédacteur indique que nous ne comprenons pas qu'est-ce que la source a dit parce qu'ils n'ont pas utilisé le grammaire de la même façon que le public blanc, c'est déshumanisant parce que c'est basiquement votre langue n'est pas appropriée, il faut suivre ma façon de parler. Donc, lorsque nous parlons de grammaire et l'orthographie, cela ne reflète pas la diversité ici au Canada parce que notre forme de parler en anglais, je pense que cette idée de changement, donc en tant que personne noire, si vous parlez dans les espaces blancs, il faut parler d'une certaine façon afin de ne pas être vu comme mal éduqué. Je pense qu'il devrait y avoir moins de code switching en journalisme. On doit voir les gens comme ils sont et de changer la façon de parler pour façonner cela pour un public donné. Et ce n'est pas on ne doit pas changer la façon de dire la personne parce que ce n'est pas correct du point de vue grammatical. On doit plutôt respecter la façon de dire culturelle. La langue anglaise, il y a un statu quo que tout le monde doit suivre. C'est très déshumanisant selon moi. Il y a plusieurs instances où les universitaires ou des professionnels avec un accent n'ont pas été crus, n'ont pas été perçus comme étant crédibles parce que les gens ne les ont pas compris lorsqu'ils parlaient. À quel point est-ce qu'on représente les gens si on leur demande, sur le plan linguistique, cet élément fondamental en matière d'identité et de communication, si on leur dit qu'ils doivent le changer pour rendre les gens plus à l'aise, ce qui me frustre aussi, c'est le même langage, que ce soit l'anglais noir ou un langage vernaculaire. C'est ce qu'on appelle maintenant des idiolectes. On voit ces langages utilisés là. On voit
des personnes noires utilisaient l'argot, que ce soit l'anglais ou que ce soit drôle, et dès qu'on rentre dans des espaces qui sont plus professionnels, tout d'un coup, on passe à autre chose. Ah, on ne peut pas utiliser cette langue-là. On doit avoir la professionnelle. Vous devez modeler votre message selon le public. En journalisme, en matière de journalisme, de changer la façon de dire des gens. C'est pas ce qu'on devrait faire. On devrait faire moins d'efforts pour changer la façon de parler des gens, pour le façonner selon un public, malgré le fait que ce ne soit pas familier avec ces gens-là. Ça doit être dans l'autre sens. Les groupes marginalisés ne peuvent pas être des gens qu'on nous demande à changer constamment pour s'intégrer dans cette notion d'une langue anglaise parfaite ou de professionnalisme. On doit inverser la donne. Le système doit changer, pas les personnes eux-mêmes. Merci. Lorsque quelqu'un dit « vous ne pouvez pas dire quelque chose », d'habitude, je me dis B-E-T. Je ne suis pas sûr si c'est une bonne habitude, mais ça va jusqu'à date. Aaron? Mon expérience avec les limites de la langue dans mes reportages avec Indigenous, on suit le style de Canadian Press, comme la plupart des médias canadiens, il me semble. Mais on a remis en cause les limites associées au style de la Canadian Press. Nous honorons les noms de places, les toponymes autochtones dans nos articles. On comprend la terre natale dans le récit, et entre parenthèses, on comprend la version anglicisée de ce lieu autochtone. Et Indigenous aime bien parfois mettre des marques de citation autour d'une province comme Colombie-Britannique ou Canada. Pour vous faire que le public se met à songer sur là où on se retrouve. Il y a certains gens qui diraient que c'est radical, mais quand même, la décolonisation, on doit être plutôt radical lorsqu'on fait la décolonisation. Nous rendons honneur aux toponymes autochtones, nous rendons honneur aux noms autochtones des gens. J'aime bien cet aspect de ce que nous faisons à Indigenous, où nous rendons honneur aux toponymes, nous remettons en cause les lieux que nous faisons chez nous, mais nous ne songeons pas à l'historique des terres sur lesquelles nous nous retrouvons. Indigenous aime bien remettre cela en cause. Cela s'est prolongé dans ma propre vie personnelle au-delà du journalisme. Cela a fait que je me remets en cause. Nous vivons sur la terre de qui finalement? Et quel est cet endroit que l'on appelle le Canada? Voilà, c'est ça l'étendue de mon expérience avec la langue dans mes reportages. Mais je cherche les réponses. Je suis toujours en train d'apprendre et en train de désapprendre aussi. C'est un beau parcours. Alors, il y a une section questions-réponses rapides qui était préparée. Alors, quel livre lisez-vous et c'est par qui? Dominique. Il s'agit d'une bonne question. Je n'ai pas beaucoup lu récemment. Je viens de lire. C'est quoi le titre? What Storm, What Thunder? C'est par Myriam Chouassi. C'est au sujet de tremblement de terre en Haïti. C'est une écrivaine canado-américo-cano-haïtienne. Également, Ewart Walters. Il était un ancien rédacteur du journal de Carleton, à l'Université Carleton. C'est ce que je lis maintenant. Susan. J'ai terminé de lire Songs of Blood and Sword de Fatima Bhutto. Il y a beaucoup de beaux aperçus. C'est la nièce de l'ancien
l'ancien premier ministre du Pakistan, Benazir Bhutto, et le livre présente sa tante et sa montée au pouvoir et le fait qu'elle devienne la première ministre. C'était vraiment intéressant. C'est tiré de son propre vécu, ses souvenirs et la transformation d'une femme lorsqu'elle accède au pouvoir, perçue par sa nièce. Également, on peut vivre le caractère vraiment chaud politique du Pakistan. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande afin d'arriver à comprendre la situation politique et l'historique du pays voisin. La façon que vous décrivez le nom du livre, j'ai regardé le titre, c'est comme ouf. Et vous, Aaron, qu'est-ce que je lis maintenant? Ce n'est pas bien excitant, mais Small Answers to Big Questions par Stephen Hawking. Il parle de... C'est très existentiel. Je suis curieux au sujet de l'univers, pourquoi nous sommes là, qui est Dieu, tout ça. C'est un peu curieux. Oui, c'est profond, mais c'est pas comme les lectures de Dominique et Susan. Parfois, j'ai beaucoup de livres de Hunter S. Thompson. C'était un journaliste américain, j'aime bien le lire. C'est Gonzo, le journaliste de Gonzo. Parfois, je lis Fear and Loathing in Las Vegas. C'est un film complètement fou. Le film est bizarre. Le livre est bizarre. Ah oui, je ne peux plus le lire. Ah oui, c'est un peu... je pense que je vous ai coupé la parole. Prochaine question. Qui vous inspire pour écrire? Aaron. C'est quoi ma source d'inspiration? Kelsey Kowana. C'est une femme sioux près de l'Okanagan. Elle fait que l'Indigenous ait pris de l'ampleur. Elle m'a embauché, elle m'a fié, elle m'a fait confiance. Comme personne non autochtone, elle avait beaucoup confiance en moi et ce que je pouvais faire et ce que je pouvais apporter. Elle m'inspire dans mon écriture. Je cherche à reproduire sa démarche de journalistique. Elle a établi les fondements des reportages tenant compte des traumatismes indigenous. Elle a offert des ateliers à cet égard. En fait, nous, Canadiens, avons participé à l'un des ateliers de Kelsey, en fait. Kelsey inspire mes écrits. Je cherche d'avoir une écriture douce, d'utiliser des mots doux qui tiennent compte des traumatismes. Et Kelsey est un modèle pour mon travail. Pas nécessairement sur l'écriture. Amber Bracken, c'est une photojournaliste canadienne, très bonne, une femme blanche, mais elle fait beaucoup de travail avec des collectivités autochtones à travers le Canada, notamment les Wet'suwet'en. Je suis beaucoup inspiré par elle. C'est un bon exemple de comment on peut être non autochtone et journaliste et raconter des récits autochtones et rendre honneur et de belles images. Kelsey et Amber sont mes deux inspirations en matière d'écriture et de photographie. Susan. J'aime bien l'écriture d'Arundhati Roy. J'aime bien comment elle a équilibré sa carrière en fiction. Elle a rédigé des œuvres de fiction et de journalisme et elle n'a jamais eu peur de s'exprimer ou de refuser les pressions. Alors, je respecte beaucoup son écriture. Dominique? Alors, sur le plan du style d'écriture, je m'inspire de plusieurs personnes.
mon journalisme et mes propres écrits, c'est Matty Pearson. C'est un journaliste primé et il est à l'Université Carleton. C'est la première fois que j'ai appris. Il a organisé un atelier pendant ma deuxième année, l'année dernière. Alors, lorsque j'écris sur des histoires sensibles et traumatismes, je veux m'assurer que ces propos sont bien réfléchis dans mes écrits, s'assurer que je fasse preuve de sensibilité. Et il met l'emphase sur l'importance de s'assurer que votre écriture reflète le traumatisme des gens et tient compte de tout cela. Génial, merci. Merci bien aux panélistes. Alors, pour Arian Hemmons, Dominique Genet et le reportage de Susan Josh à newcanadianmedia.ca. Suivez-nous sur les réseaux sociaux à New Canadian Media chez Instagram et Twitter, LinkedIn et Facebook. Un grand merci à Eliana et à Samantha pour leur belle capacité d'organisation et la capacité d'évaluer et d'évaluer des pratiques journalistiques tenant compte des traumatismes au Canada. Merci d'être là. Veuillez bien communiquer avec nous et on vous souhaite une bonne fin de journée mondiale sur la défense des droits linguistiques. Merci pour cette belle séance et nous continuons sur la notion de récit et de notre prochaine séance mettra en vedette des individus incroyables qui œuvrent pour soutenir les liens entre les collectivités autochtones et les nouveaux arrivants via les arts. Veuillez reconnaître Nicole Anatini, Lina, l'interprète s'excuse, le signal est bloqué.